tu vas lui raconter une histoire que j'ai vécue avec Dick Rivers. Ah non, mais j'ai appris des tas de choses. La première fois que j'ai travaillé avec Barbara et passé l'émerveillement de retrouver la voix de Punky Brewster et Cameron Diaz et la joie de collaborer avec une personne d'un immense talent dont on m'avait dit le plus grand bien, j'ai tout de suite vu qu'on parlait la même langue. J'entends toujours dans ma tête Kei de Akira courir après le personnage de Gilbert Lévy et l'appeler Ryu, moi qui jouais en même temps à Street Fighter 2 en plus. J'entends aussi Patty supporter la New Team dans Olive et Tom. Je crois même qu'elle m'accompagnait mentalement durant mes entraînements de foot. Et puis il y a eu le délirant Marie à tout prix et la plupart de la filmographie de Cameron Diaz, son pendant ogresque avec Fiona dans Shrek, et également Jessie, la cowgirl un peu fofolle de Toy Story. Mais là où j'avais tellement envie d'écouter Barbara s'exprimer, c'était sur la direction artistique. Puisque nous faisons le même métier, je l'ai jamais vu travailler en tant que DA, mais pour en avoir parlé avec des connaissances communes, je ne pense pas me tromper en disant que nous avons le même objectif quand nous œuvrons. Et il y a des choses que l'on sent, la connivence artistique ou l'éthique de travail par exemple. En parlant d'exemple, voilà comment je la considère. C'est précisément pourquoi j'avais grand hâte de l'entendre nous décrire sa conception de la direction de comédien. Barbara a notamment dirigé Blood Diamond, Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles, Sherlock Holmes, la trilogie du Hobbit, Les Animaux Fantastiques, La Belle et la Bête, Wonder Woman, Jumanji, Ready Player One, Bohemian Rhapsody, Jojo Rabbit, Barbie, Beetlejuice, en animation Tarzan, Lilo et Stitch, Les Indestructibles, Madagascar, Ratatouille, Réponse, Rio, Hôtel Transylvanie, Kung Fu Panda 3 et 4, et plein d'autres. Pendant tout l'épisode, je me disais, tu te tais, tu écoutes et tu prends des notes. En padawan appliqué, je m'en vais donc orner ma tresse pour écouter mon maître Jedi. Eh bien, ça n'a pas été aisé de se trouver. J'ai envie de commencer par un petit temps de contemplation. Eh oui. Parce qu'on court souvent. On court vite et dans tous les sens. Pourquoi on court ? Pourquoi on est pressé et après quoi on court, tu dirais ? Après la passion. C'est parce qu'on est passionné qu'on court. Tu crois ? Ah oui, je suis sûre. Bah, sinon, je courrais pas. Toi, c'est ça ? Je vois pas ce qui pourrait me motiver d'autre. Non, j'ai beau chercher. Je cours parce que j'ai envie de tout faire, parce que tout est passionnant et que je trouve dans le moindre exercice de notre métier une source de satisfaction. Même dans les galères, il y a des sources de satisfaction. Donc, on court parce qu'on aime ça. Voilà. On aime courir ou on aime ce qu'il y a au bout de la course ? Les deux. Je pense que dans nos métiers, qui sont des métiers un peu précaires, on adore être débordé, parce que ça veut dire qu'on fait plein de choses. Donc, ça rassure ? Bien sûr, c'est rassurant, c'est exaltant, c'est adrélinifiant, ça n'existe pas, mais voilà. Mais c'est bien, enfin, vous m'avez compris. Oui, donc on court parce qu'on aime ça et on aime être débordé, oui. Enfin, j'aime. Pourquoi moi, les autres, mais je sais pas. Mais parfois, t'as pas l'impression qu'on fuit l'instant présent comme si on le craignait ? Ah non, parce qu'il faut savoir le goûter, l'instant présent. Au contraire, il y a des tas de fois où tu es en train de vivre quelque chose et même si c'est dans une course, tu arrives, j'arrive à me poser, à me dire « Waouh, c'est génial ce qui est en train de se passer là, maintenant ». Et je le conscientise. Comment tu fais alors ? Ah mais c'est mental. Courir et te poser à la fois. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est le concept, je suis hyper intéressé. Mais non, mais on court après le temps parce qu'on en manque. Et en même temps, dans une journée très intense, d'un seul coup, tu vis un instant qui te semble être hors du commun. Et là, tu fais « Ah, il faut que je l'imprime, celui-ci ». Et ça demande pas beaucoup de temps, mais juste le conscientiser, se dire « Je suis en train de vivre quelque chose de bien ». Ça t'arrive souvent ? Et après, on s'en souvient. Ah oui, heureusement. T'arrives encore à te dire quelle chance ? Ah, très, 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 très souvent. Oui. Est-ce que l'habitude n'érode pas ça ? Quelle horreur, non. Je me suis promis que si à un moment donné, il y avait une routine, une lassitude ou une aigreur qui arrivait, j'arrêterais. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans passion, sans l'aimer, sans le défendre, sans le plaisir. Quand le désir et le plaisir s'amoindrit, on va pas bien faire. C'est pas possible. Donc non, même quand on est fatigué, on trouve du plaisir. Il faut ou on le fait quand même ? Il faut par honnêteté intellectuelle et artistique.
Donc, c'est pour ça que je dis que si ça n'est plus le cas, il faut avoir l'honnêteté d'arrêter, parce que je pense qu'à ce moment-là, on travaillera moins bien. Ça reste un métier de passion. On n'a pas décidé de faire ce métier de comédien par hasard. On l'a choisi réellement en connaissant les difficultés sur la longueur, sur le fait de remettre son trophée en jeu en permanence, sur le fait d'être challengé en permanence. Et probablement que c'est quelque chose qui me convient, parce que c'est un défi de tous les jours, de se surpasser, de ne pas être dans une zone de confort, de toujours chercher à s'améliorer. S'il n'y a plus ça, je ne sais pas comment on peut le faire. Et puis dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus de plaisir, autant faire autre chose. Si on a fait ça pour le plaisir. C'est comme ça que tu cultives ton émerveillement? Je ne l'ai jamais réfléchi, en fait. J'ai jamais réfléchi à ça. Ça, c'est ma curiosité, parce que je me dis, comment on peut faire pour avoir ta carrière, pour avoir ces super projets, autant en comédienne qu'en DA, et continuer à s'émerveiller et à se dire... Mais parce que il y a une diversité dans les projets. Il y a une variété. C'est jamais la même chose. D'abord, le film est différent. Alors, je pense il y a deux choses différentes. Il y a la carrière de comédienne et la carrière de directrice artistique. Mais en tout cas... si je suis comédienne, c'est ce que j'appelle les vacances. Parce qu'il y a quelqu'un qui est directeur artistique, il y a un client, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Moi, je viens, je joue la comédie, c'est l'exutoire, c'est essayer d'être au plus proche de la volonté du directeur artistique. Et puis, c'est un instant T qui est relativement court pour l'enregistrement d'un film, puisqu'on parle de doublage. C'est pas du tout le même investissement qu'au théâtre. Donc, c'est vraiment la récré. Quand je suis directrice artistique, c'est évidemment une responsabilité et un investissement plus important, mais non seulement les films sont différents, les clients sont différents, les équipes sont différentes. Et quand je parle d'équipe, je parle pas seulement des comédiens, je parle de l'ingénieur du son, je parle du monteur, je parle de l'adaptateur. Et ce qui fait qu'à chaque fois, c'est une aventure humaine. Et donc, c'est jamais lassant. Et puis, en plus, au fur et à mesure des années, on a vu le cahier des charges qui était différent, qui évoluait. On nous demande pas les mêmes choses en 1990 qu'en 2025. T'as un exemple précis? Je pense, et là, je trouve que c'est une avancée qui est importante, même si on n'a pas attendu ce cahier des charges pour agir en tant que tel, mais le fait est que la diversité et l'inclusion, c'était pas des choses qu'on nous demandait dans les années 90, dans les années 2000, qui sont devenues beaucoup plus monnaie courante, avec les excès qu'on peut leur connaître à ça. Mais néanmoins, je pense que c'est une bonne chose et il faut s'adapter à ça. Donc c'est jamais les mêmes contraintes. Comment t'en es venu à jouer la comédie? Un jour, tu t'es levé, tu te dis je vais être comédienne? Non. C'est beaucoup de choses, mais j'ai grandi dans une famille d'enseignants où la culture était très importante. Et on nous emmenait au théâtre, au cinéma, on faisait notre culture vraiment de façon très... pointue. Je faisais de la danse à la salle Pleyel. Il y a un casting pour un film de Godard. Je tourne dans un film de Godard parce que mes parents sont super ouverts et que voilà, ils m'autorisent à partir 3 mois à tourner avec Jean-Luc Godard. Wow. Expérience de conte de fées, je monte les marches à Cannes avec Godard et Piccoli. J'avais 10 ans, je venais de tourner dans ce film. Voilà, je suis dans l'annuaire des comédiens enfants et puis on fait appel à moi pour doubler dans un film. Et puis ça commence comme ça et en fait, je me suis pas levée en me disant j'ai envie de jouer la comédie, même si toute petite avec mon frère on jouait déjà des scènes tous les deux de Rabbi Jacob, de La Grande Vadrouille qu'on connaissait par cœur, qui étaient nos films cultes et vraiment on faisait des pestacles à mes parents et on jouait ça, donc il y avait quelque chose déjà, mais petit à petit je me suis dit mais en fait
c'est génial. Et j'ai envie, oui, de faire ça, mais ça s'est installé petit à petit. Je peux pas dire qu'il y a eu un éclair. Si, il y a des éléments, ça joue aussi, c'est des éléments marquants. Je me souviens, je devais avoir 10-11 ans, oui. En même temps que ce tournage, je suis allée voir, mes parents nous ont emmenés voir Cyrano de Bergerac à Mogador avec Jacques Weber. Il y a des trucs où je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc voilà. Et mes parents ont été très à l'écoute de ça, sans que je le formule. Ils sentaient que je ferais quelque chose d'artistique. Donc je suis allée en classe à horaire aménagé, de la 6e à la 3e. Donc je faisais de la danse, de la flûte traversière, du piano, de la chorale. Musique donc. Ouais. Et parce qu'ils me disaient, il faut être pluriel dans ce métier. Ils avaient raison. Il faut être pluridisciplinaire. Et ils m'ont vraiment beaucoup encadré. Ma mère s'est mise à mi-temps pour m'emmener à droite, à gauche, etc., etc. Avec la condition sine qua non, c'était que ça continue de marcher bien à l'école et que je ne prenne jamais la grosse tête. C'était les deux conditions pour qu'ils continuent. Et le fait est qu'ils m'ont aidé jusqu'au bout. Et leur confiance à eux, plus la confiance que le métier, petit à petit, m'a accordée et le fait que les gens de talent monstrueux que j'ai croisés et côtoyés durant mon enfance, puisque j'ai eu la chance, d'en faire beaucoup pendant mon enfance, ils m'ont donné la possibilité d'y croire, que j'avais un peu de talent et que peut-être je pouvais continuer à faire ce métier. Donc voilà, c'est à la fois l'encouragement de ma famille et le fait d'être accueillie dans ce métier à bras ouverts et encouragée. Comédienne, c'est un talent ou du travail? Alors, je pense que dans l'affaire, il y a peut-être 10% de talent et 90% de travail. Okay. Voilà. Punky Brewster, l'inspecteur gadget, pole position, les mondes engloutis. Pole position, mon Dieu! Mais oui, je regardais, j'ai même le générique à l'instant dans la tête. Oui, là. Alors bon, je vais pas le chanter parce que j'ai pas envie qu'il pleuve. Princesse Sarah, Olive et Tom, qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces noms? Des mercredis après-midi et des samedis après-midi en studio avec des copains à rigoler et à travailler. Évidemment. Et à apprendre ce métier. Oui, parce que voilà, tout a l'air très pudique. Voilà, mais regarder faire, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait plus. C'est vrai. J'ai la sensation que nous, on n'avait pas de portable. En ce moment, quand les gens arrivent en plateau, s'ils ne sont pas de la boucle, ils sont sur leur portable. Et je suis la première à le faire, donc je ne juge personne. Mais moi, je n'avais pas d'autre chose à faire que de regarder Roger Carrel, Jacques Thébault, Henri Djanik et Jean-Claude Michel et Perrette Pradier et Arlette Thomas, et je vais en oublier évidemment, mais je les regardais travailler. Je n'avais rien d'autre à faire. Donc c'est fascinant et j'ai appris mon métier, j'ai appris toutes les ficelles, mais j'ai appris aussi une façon de se comporter, j'ai appris la politesse, l'intégrité, l'éthique, j'ai appris tout ça aux côtés de ces gens-là et c'est vrai que les techniques étant très différentes, on restait des journées entières à travailler en groupe et ça créait des liens qu'aujourd'hui c'est plus difficile. Quel regard ils portaient sur toi, ces anciens, lorsque tu es entrée dans le milieu? Alors, pour la plupart, un regard extrêmement bienveillant. Parce que j'étais une petite fille assez sage, assez réservée, très polie, très bien élevée, et que la folie est arrivée plus tard, Dieu merci, et que ma maman m'accompagnait partout et merci à maman ou papa d'ailleurs, d'avoir encadré les choses pour que les gens comprennent bien qu'il y avait des adultes autour de moi, qu'il n'était pas question de faire n'importe quoi avec moi. Et je les en remercie parce que c'est quand même une enfant qui arrive dans un univers d'adultes. Mais pour la plupart, ils ont tous été extrêmement bienveillants. Après, il y a forcément
quelques jalousies qui peuvent arriver, mais ça, c'est inhérent à n'importe quel métier. Jalousie de quoi? Parce que t'es adulte et tu vois une petite fille, c'est pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes... Oui, sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'adultes qui faisaient des voix d'enfants. Donc c'était compliqué de voir une véritable enfant arriver, et je le conçois très bien, parce que c'est un rival direct, et ça prend ton travail. Donc, voilà. Concurrence malhonnête, entre guillemets, dans le sens où ils peuvent pas rivaliser avec la vérité, une vraie enfant. Ça, ce serait, il faudrait juger de mon propre travail, donc c'est compliqué. Mais après, évidemment, on le sait tous, on peut pas rivaliser contre la fraîcheur et la maladresse aussi de l'enfance. Parce que ça en fait partie. Les petits accidents de l'enfance sont des choses merveilleuses qu'on garde, et je le sais bien, aujourd'hui, en tant que directrice artistique, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore bosser avec les enfants. Sur des films, c'est magique d'avoir des enfants, parce qu'il y a la fraîcheur et la maladresse. Je vois. Qu'est-ce que tu as hérité de tes prédécesseurs? Tu parlais de cette éthique, cette façon de se comporter? Oui, évidemment. L'éthique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique et de évidemment. Technique? Pour l'artistique, c'est la conscience professionnelle. Ne pas se contenter de ce qui est bien, mais on pourrait faire mieux. Donc, ne pas se contenter, aller chercher plus loin. Vraiment, aller chercher plus loin tout en gardant l'amusement. Je crois que c'est ça la force des gens que j'ai vus étant enfant, c'est que on travaillait, mais sans jamais se prendre au sérieux. C'est vraiment toute cette génération, c'était fascinant de les regarder faire, parce qu'on avait l'impression que c'était facile Ouais, de l'extérieur, ils donnaient cette impression. C'était facile. Ça ne l'était pas, parce qu'il y a une maîtrise de l'outil énorme que j'ai apprise après en allant en cours de théâtre. D'un seul coup, l'articulation, la respiration, tout ça, c'est des choses que j'ai... Je pense qu'il y avait une bonne base, mais que j'ai appris à maîtriser. Parce que quand on est enfant, on le fait sur l'instinct, on le fait sur ce qu'on... On réfléchit pas, en fait, quand on est enfant. C'est probablement une des forces aussi de l'enfance. On fait... Et puis ça plaît, donc c'est tout. Après, on apprend à maîtriser son outil, à se dire « Ah, j'ai fait ça, mais là, je pourrais peut-être faire mieux. Et si j'allais chercher dans une autre direction ?» Et c'est ça que j'ai appris en les regardant faire. C'est que moi, leur première prise, je la trouvais formidable. Mais ils voulaient faire autrement. Et ils allaient à droite au lieu d'aller à gauche. Et ils prenaient les sentiers détournés. Et ils travaillaient encore. Et oui, là, il y a une petite glissade. J'ai un peu fourché. Mais attends, je vais la refaire. Ou alors on la garde parce que c'est bien... Voilà, donc en tout cas, on se posait des questions. Voilà. On se posait, on ne s'en pose plus? Oh si, quand même si. Genre, comme on était au passé et que je me mettais dans la tête de la petite fille. Mais non, on se pose toujours des questions. C'est pareil, sinon il faut arrêter, si on se pose plus de questions. Quelle horreur. On va aller sur quelqu'un que tu connais un petit peu maintenant. Cameron Diaz, révélé par le film The Mask. Mais là, je crois que c'est Emmanuel Bondeville qui la faisait sur The Mask. Julie Turin, non? Peut-être. Ah bah ce sera Julie Turin alors. Puis c'est toi qui dis, c'est toi qui as raison. Non, je sais pas, mais je crois. C'est possible. J'ai lu Emma Bondeville, mais c'est possible que ce soit pas ça. Parce que le net n'a pas toujours raison. En revanche, c'est toi sur Marie à tout prix? Oui. Et partout ensuite après, il me semble? Non, pas partout. Ah. Non, pas partout. Marjorie Frantz l'a pas mal doublé, notamment dans The Holiday. Ok. Et Charlie et ses drôles de dames, je crois. Ah ok. D'accord, c'était pas toi là-dessus. Non. D'accord. Comment tu la décrirais, elle et son jeu? Ne jamais avoir peur du ridicule. C'est ça sa force? Oui, bien sûr. J'ai appris beaucoup avec elle, et rien à voir avec Phénomène Raven, la série Disney, où c'est un clown. Et c'est pareil, elle n'a jamais peur du ridicule. Mais je pense qu'en matière de comédie, et pourtant je l'ai aussi fait dans des drames, Cameron Diaz, mais en tout cas, je trouve qu'elle excelle particulièrement dans la comédie, parce que c'est une
très jolie femme, on va pas se mentir, mais qui n'a pas peur de se retrouver avec les cheveux comme ça. Ouais, dans Marie à tout prix. En plus, tu commences là-dessus. Voilà. Et ça me fascinait de me dire, elle s'en fiche de son image. Je ne sais pas si elle s'en fiche tant que ça, mais en tout cas, l'impression que ça donne, c'est ça dans les films. Je pense que c'est évidemment travaillé, et pourquoi pas. Mais en tout cas, en tant que spectateur, et je suis la première spectatrice, quand on double le film, je reçois ce qu'elle fait et je me dis, waouh, elle n'hésite pas à être grossière, à être vulgaire, à y aller vraiment jusqu'au bout. Et ça, c'est très plaisant. C'est pas en demi-teinte. C'est pas dans la réserve. Donc, c'est plaisant parce qu'en général, c'est un peu idiot ce que je dis, mais parfois on se dit, oh là là, toutes ces très très belles femmes vont être sur la retenue, sur l'élégance, sur... Je comprends. Pas elle. Ouais. C'est dans son comportement, c'est là où tu vas piocher pour savoir ce que toi tu vas apporter, donner, offrir, jouer. Quand je la double, ouais. Oui, bien sûr. Certains m'ont parlé de respiration, d'autres me parlent des yeux. Les deux, le tout, beaucoup de choses. Et puis parfois c'est la main, parfois c'est... en fait, quand on reçoit la scène pour la première fois, qu'est-ce qui nous marque le plus ? Et à partir de là, est-ce que c'est parce que d'un seul coup, elle a levé les deux bras au ciel que c'est ça que je vais retenir ? Est-ce que c'est au contraire parce que elle ferme les yeux à ce moment-là ou est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, oui, le regard. Alors la respiration, ça c'est la clé de tout doublage. Essayer de respirer en même temps que le comédien américain, ça je pense que c'est vraiment essentiel. Je dis souvent que, mais ça c'est mon prof de théâtre qui disait ça, mais je pense que c'est valable en doublage aussi, c'est que c'est dans les silences que je veux entendre les comédiens. Parce que s'il y a une scène avec un silence au milieu, si nous, on ne joue rien pendant le silence, on arrive à la phrase d'après, on n'est pas rempli de quoi que ce soit. Et donc, ça s'entend et on est vide. Et c'est ridicule. Et ça, moi, je l'entends. Donc, oui, il faut respirer en même temps. Les yeux sont très importants aussi. Mais enfin, encore une fois, qu'est-ce qui va me retenir mon attention en premier quand je vois la scène ? Donc, c'est pas toujours la même chose, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a un hiatus dans sa carrière de presque 12 ans, il me semble. Elle a pris sa retraite. Elle est revenue, mais là, tout récemment, dans Back in Action. Oui. Comment tu l'as trouvée à sa reprise ? Inchangée ou maturée ? Non, inchangée. Non, ça va. Elle fait toujours les mêmes bêtises. Et ça va. En tout cas, la façon de jouer la comédie est toujours intacte. Et ça, c'est vraiment bien. Ça t'a rassuré ? Bah oui, et puis surtout je me suis dit, ouf, elle revient, elle a élevé ses gosses, elle peut revenir. Trop fier. Le film que t'as préféré faire avec elle ? J'hésite parce que Marie à tout prix, c'était le premier, c'était avec Jean-Pierre Dora. J'avais pas passé d'essai, c'était un truc de dingue, le client avait eu confiance en Jean-Pierre Dora. Et il y a eu un truc... vraiment, vraiment très agréable parce qu'on ne savait pas du tout que ça deviendrait ce que ça deviendrait, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, nous, sur le plateau. Ah, génial. Voilà. Donc, j'ai ce souvenir-là et c'est la première fois. Et je me disais, waouh, c'est génial, je fais Cameron Diaz. Donc, voilà, il y avait cette nouveauté, en fait. Et après, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Night and Day qui était sympa à faire. Et dans un autre registre, j'ai beaucoup aimé faire un film qui, je pense, n'était pas très bon. Mais elle était intéressante à faire parce que ça changeait de registre. The Box, ça s'appelait. Ah, j'ai pas vu. C'est une histoire d'une boîte. Oui. Okay. Et c'était un thriller. On avait fait ça avec Isabelle Branin. C'était intéressant parce que, pour le coup, elle était sur la réserve. Mais dans In Her Shoes, elle était... Je ne sais pas le titre français de ce film, In Her Shoes. Elle était aussi sur la réserve. Et c'était différent. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai vu ces films-là arriver de façon intéressante parce que, justement, elle allait ailleurs et que j'avais l'habitude de la faire dans des comédies. Donc, c'était bien de me dire, allez, on va aller chercher un autre endroit.
Ouais, ok, je vois. On pourrait parler de Shrek, on pourrait parler de Toy Story, on pourrait parler de tellement de choses où tu as apposé ta voix éternellement jeune. Mais t'es la DA que j'avais le plus envie de faire venir, alors j'espère que tu me pardonneras. Bon, alors là, pour la première fois, j'avais tellement de questions qu'il a fallu que je m'auto-édite. Quand et pourquoi es-tu passé à la DA ? Quand j'avais 25 ans, ça je m'en souviens très bien. Pourquoi ? Parce que Nathalie Rimbaud pensait que ça me conviendrait très bien. Alors, quand on vous dit ça à 25 ans, je fais, mais je vais pas y arriver. C'est pas possible. Est-ce qu'elle avait vu un truc avant que tu le vois, toi ? Ah bah sûrement. Sûrement, parce que c'est elle m'a dit, mais si tu vas le voir, tu vas diriger et tu vas savoir très bien faire, et j'en suis persuadée. Et je lui disais, mais t'imagines quand je vais avoir les gens grands deux fois mon âge. Mais oui, à diriger. Mais t'inquiète pas, tu sauras faire. Et elle a commencé à en parler autour d'elle. Donc, merci. Et puis, ça s'est fait sur un unitaire pour Disney. Et voilà. Et le fait est que je me suis dit, faut essayer pour voir si ça me plaît. C'est bien cette philosophie. J'avais 25 ans, donc... voilà. Ouais, mais justement, à 25 ans, comme tu dis, on n'est plus un enfant, on réfléchit et on se pose des questions, on conscientise. À 25 ans, je sais pas si on est encore un enfant, quand même un peu, non ? 25 ans, c'est petit. Je peux pas y croire. Si tu diriges aussi bien à 25 ans... Ah non, je dirigeais pas aussi bien. Non, j'ai progressé. Non. J'ai appris tellement de choses. En tout cas, si on t'a fait confiance pour que tu diriges à 25 ans, c'est que tu devais avoir quelque chose de plus mûr dans la tête. Je pense que j'étais pas immature, ça c'est vrai. Et puis j'ai été maman tout de suite dans l'enchaînement. Donc oui. C'est vrai. Enfin bref, j'ai essayé. Il se trouve que ça m'a plu. Et en fait, ce qui m'a plu au-delà de l'artistique, c'est vraiment l'aventure humaine que ça représentait à chaque fois. Et je trouvais ça fascinant d'avoir une équipe et de se dire, j'ai la responsabilité d'essayer de les amener à servir au mieux une œuvre et à être dans l'ombre de la version originale. Moins ça se verra, mieux ce sera. Et puis surtout... Le comédien est un être fascinant. Donc, apprendre à le connaître, trouver la clé qui va nous amener à le guider le mieux possible. Chaque comédien est tellement différent qu'il faut à chaque fois se réinventer et se renouveler pour le guider au mieux. Donc, comprendre l'être pour pouvoir le guider. C'est ça qui me fascine. Étant toi-même comédienne, est-ce qu'il y avait une histoire de quête de soins quelque part ? Ou pas du tout ? Non. Non, je pense que... Non, et puis... En observant les autres, je vais me comprendre moi-même ? Non. Non, parce que on risquerait de faire de ce que j'appelle de la psychologie de Monoprix. Donc, non, de vraiment comptoir, pas. moi je dis à la tienne. Voilà, c'est ça. Non, il faut bien séparer les choses. Si j'ai besoin de me connaître moi-même, je fais un autre travail. Mais non, il faut cloisonner. Là, on est en train de travailler. Donc, après, qu'il y ait un aspect psychologique avec les acteurs, ça, c'est autre chose. Mais pas, moi, à ce moment. Je pense en plus, sincèrement, qu'à la place de directeur artistique, le directeur artistique, même s'il a des soucis, ne doit en aucun cas le montrer à ses acteurs et doit être sûr de lui et ne pas montrer une quelconque faille. Alors qu'en réalité, on doute tout le temps, on est une faille sur pattes, mais il est impératif de ne pas le montrer et d'être persuadé qu'il n'y a pas de problème, tout va très bien se passer, je prends le problème à bras-le-corps. Ça, je le pense maintenant. À 25 ans... T'en menais moins large. Voilà. Ok. T'as des techniques pour... t'es comédienne, mais pour camoufler ces failles au mieux, pour protéger les comédiens ? Il faut protéger les comédiens, c'est impératif de protéger les comédiens. Il faut absorber la pression. C'est la seule solution. Il faut être très costaud. Il faut y croire, se faire confiance. C'est un savant mélange de se faire confiance,
mais douter quand même aussi au bon moment pour se dire mais est-ce que là, c'est comme ça qu'il faut que j'y aille? Peut-être qu'il faut que je change de technique. Donc, il n'y a pas une méthode, c'est vraiment le discernement. Sentir au moment où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. C'est pour ça qu'en fait c'est passionnant, parce que c'est jamais la même chose. Bah oui. C'est le même moment, justement. Mais bien sûr. Oui. Tu as dit que c'était sur un unitaire, ta première DA? Ouais, l'histoire d'un petit grille-pain courageux. Le petit grille-pain courageux, tout à fait. D'accord. Et puis après, ça a été une aventure extraordinaire avec une série Columbia que Gérald Guetton m'avait confiée, les Dawson's Creek, où j'ai pu faire une équipe de rêve. Mais oui. Et c'était extraordinaire. Suite à quoi Disney m'a confié mon premier 35, Tarzan, mais enfin, je sais pas comment c'est possible en fait. Tarzan, c'était le dessin animé? Ouais. Waouh. Avec la musique de Phil Collins? Oui. Waouh, trop bien. Saurais-tu me décrire ta philosophie de travail, de mise en scène? La joie. Toujours rester dans la joie du travail. Même quand on a des scènes dramatiques, même quand c'est compliqué, cultiver la joie au quotidien, essayer d'y emmener les acteurs avec soi pour que ce ne soit pas pénible, parce que je pense qu'on ne peut tirer le meilleur des acteurs que dans la joie. C'est ma philosophie. Je sais il y a plein de gens qui pensent qu'au contraire, les acteurs, il faut les bouger, il faut les faire sortir de leur zone de confort. Je pense que oui, on peut faire sortir un acteur de sa zone de confort sans pour autant le brutaliser. Voilà. Donc, en gros, puisque c'est une philosophie dont tu parles, on ne parle pas de détails, la philosophie, je pense que c'est vraiment la joie. La joie et l'écoute. Vaste programme. Tout à fait. Mais on travaille avec nos émotions. Donc, si on n'accueille pas les émotions des autres, c'est foutu. Il faut comprendre pourquoi, tiens, quand on regarde cette scène, le comédien, d'un seul coup, il s'est figé ou il a changé d'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a évoqué chez lui? Il va avoir à défendre cette émotion-là. Si je suis pas à l'écoute de ça, je vais passer à côté et puis et c'est pas bien. C'est quoi un bon DA? C'est très subjectif. Plein de gens n'auraient pas la même définition. Alors la tienne? Moi, je pense qu'un bon DA, c'est quelqu'un qui va réussir à amener le comédien là où il veut, en douceur et dans la bienveillance. C'est ça pour moi. Est-ce que plus un DA est bon, plus il ou elle a de chances de travailler? Ça, c'est comme pour les comédiens hein, et comme pour les bons films et les mauvais films. Il y a de très bons films qui ne rencontrent pas leur public et il y a de très mauvais films qui rencontrent leur public. Ça, c'est pour la blague. Je ne saurais dire, parce que j'ai des exemples dans les deux cas. Donc, j'ose espérer qu'un bon DA travaille plus. On va laisser ça là. Combien de temps il te faut pour juger la connivence artistique avec un comédien la première fois? Ah, c'est très rapide. Je pense qu'après la première prise. Maintenant, peut-être que quand j'ai commencé, j'avais moins ce feeling-là. Mais là, je sais très rapidement si on va s'entendre dans le travail ou si ça va être compliqué. Dès la première prise? Oui. Est-ce que le comédien va jouer la situation? Est-ce qu'il va jouer quelque chose, tout simplement? Ou alors est-ce qu'il va lire? Voilà, on le sait tout de suite, ça. Il peut peut-être lire sur la première prise parce qu'il est impressionné et par toi, ta carrière, mais ça, on le sent. Le film. Mais ça, on sait. Tu sais tout de suite. Ouais. Ce fameux discernement, tu l'as à ce moment-là? Oui. Parce que même quelqu'un qui, on va dire, est impressionné ou timide ou c'est sa première fois, n'importe quoi,
au pire, la première prise est timide, elle est en dessous, mais il y a quelque chose quand même. Ouais. Voilà. Et un comédien qui ne joue pas la bonne situation, ça n'est pas grave, du moment qu'il en joue une. Après, c'est mon job, à moi de lui expliquer que non, là, c'est ça et ça qui se passe. Mais ce que je veux, c'est qu'il joue la comédie. Et je veux qu'il mouille la chemise, en fait, qu'il s'investisse. Et ça, l'investissement et l'incarnation, on le sent tout de suite. Ouais. Je déteste les gens qui y vont à l'économie. Voilà. Qu'est-ce qui définit une bonne relation de travail entre un comédien et un DA ? L'échange. Que je puisse demander quelque chose qui soit essayé, quitte à ce que je me trompe et je dis ah pardon, je me suis trompée. Et l'inverse est vrai, le comédien me dit attends, mais moi je voudrais essayer ça et j'accepte d'être surprise. Donc voilà, c'est dans les deux sens que ça marche. Il y a des bons DA qui ont fait des très jolies carrières, mais qui n'étaient pas dans l'échange. T'en penses quoi ? J'ai mon idée. C'est vrai parce que moi, je suis en train de réfléchir à un bon DA pas dans l'échange. C'est une technique comme une autre. Effectivement, peut-être que imposer, bien sûr, mais tu peux imposer ta vision de la chose, mais tu te prives d'une bonne surprise. C'est tout. Après, effectivement, puisque tu es un bon DA, a priori, ta vision du film, elle est plutôt bonne, tu imposes, c'est comme ça et pas autrement, tu fais une bonne version française. C'est peut-être dommage, mais on ne saura jamais. En tant que comédienne, qu'attends-tu le plus de la part de ton DA ? Alors ça, c'est valable dans beaucoup de nos métiers, y compris sur scène, c'est la liberté dans le cadre. Voilà, avoir une forme de liberté, mais un cadre très précis. J'ai envie que le DA connaisse bien son film, puisse me guider sur ce qui se passe avant, ce qui se passe après, pourquoi elle dit ça. Voilà, maîtrise son sujet, tout en me laissant la possibilité d'y mettre un peu de moi-même. Inversons les rôles. Et ben pareil. Évidemment, je vais donner le cadre, je vais laisser la possibilité de la création, de l'apport personnel au comédien. Qu'est-ce que tu attends de lui alors, du coup, précisément ? Cette créativité dans le cadre que je vais lui donner. J'aime la créativité, la surprise. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un comédien qui vient de finir une prise où c'est pas du tout ce que j'avais en tête, et j'avais une idée précise en tête, mais ce qui a été fait me surprend agréablement et je me dis ah ben c'est pas ce que j'attendais, mais c'est super. J'adore ça. T'as bossé, il me semble, avec Vincent Cassel, Daniel Auteuil, Manu Payet ? Pas Daniel Auteuil. Ok. Bon, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai mis le « il me semble ». En tout cas, beaucoup d'autres de ceux que l'on nomme Star Talent. Oui. Quel est ton sentiment sur leur emploi sur des films, souvent d'animation d'ailleurs ? Moi, je vais aller à l'encontre de ce que beaucoup de gens disent. J'ai appris énormément avec les Star Talent parce que au moment où on fait appel à des comédiens comme ça, on fait appel à eux, évidemment pour leur visibilité, évidemment pour leur talent aussi, parce que voilà. Eux n'ont pas du tout la même conscience que nous du boulot qu'on fait, à savoir une adéquation entre l'image et le son. Eux, ils arrivent, ils voient un texte, on leur décrit le personnage et ils jouent une situation. Et ça m'a appris à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à que raconte la scène, où est le sens de ce qui est raconté. Et c'est fantastique de devoir partir de là, parce qu'en fait, quand on a un scénar entre les mains, on a un scénar entre les mains, ça n'a pas été tourné, il n'y a pas eu d'image, ou en animation, ça n'a pas été fait. Donc, que nous raconte cette scène ? Et c'est vrai qu'au début, parfois, on part de très, 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 très loin, parce qu'on se dit, oulala, mais on n'est pas du tout dans l'image. Et en même temps, je me disais, mais le sens du texte me saute à la figure. Il n'y a pas le côté
karaoké de l'anglais ou d'une autre langue qui peut être tentant et dans lequel on se laisse parfois un petit peu endormir tous, moi la première. Hein. Et là, on revient à l'essentiel. Que nous raconte le texte? Et après, à nous de guider le comédien en question pour aller vers l'image et s'adapter à l'image. Donc, ça m'apprend à chaque fois beaucoup de choses. Et puis, c'est pas du tout les mêmes demandes qu'avec des comédiens qui ont l'habitude de faire du doublage. Donc, il faut se réinventer. Chaque séance est différente. Parfois, ils n'aiment pas la bande rythmo. Parfois, c'est génial parce que on se repose pas sur nos acquis. Hein. Là, il faut être encore plus à l'écoute parce que les demandes ne sont pas celles de comédiens qui en font plus régulièrement. Tu aurais un petit conseil pour un DA qui peine à faire comprendre à un ingé son qui attend qu'on fasse un copier-coller, qui remette systématiquement l'anglais alors qu'on ne lui demande pas, parce que le DA n'a pas encore ce qu'il attend du comédien français. Alors attends, un copier-coller de quoi? J'ai pas compris. De l'anglais. Donc, un ingé son qui s'attend à ce qu'on fasse un copier-coller de l'anglais. Ah, quelle horreur! Quand le DA lui explique que... on fait une version française. Qu'on fait de l'adaptation et pas de la traduction littérale. Sinon, laissons-l'y à faire. Hein. Et que oui, mais il est un peu, on est un petit peu pas assez fort, et qu'on lui dit là, tu me parles de signal sonore, pas d'émotion. Ça me dérange pas qu'on soit plus fort ou moins fort. Tu vas lui raconter une histoire que j'ai vécue avec Dick Rivers. Ah non, mais j'ai appris des tas de choses. Il doublait Shere Khan dans le livre de la jungle. Ok. Et il m'a appris, en tant que musicien, que quand il chantait une chanson en anglais, puisqu'il en a chanté en anglais et en français, l'anglais a systématiquement 10 dB de plus que le français. Donc à partir de là, en français, on ne peut pas jouer la même chose qu'en anglais et le volume sonore est forcément impacté par ça parce qu'il y a des accents toniques en anglais qu'il n'y a pas en français, donc on ne peut pas jouer la même chose. C'est pas possible, ou alors on est faux. Enfin, il faut que je trouve une phrase. It's my baby! C'est mon bébé! C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. À qui dis-tu? Ok. Après, l'histoire des 10 dB, ça peut parler à des ingé sons, effectivement. Ouais. Après, un ingé son qui pense ça. Puis tu lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Réflexe de remettre l'anglais. Mais non, justement, au contraire, en fait, c'est pas... Mais je m'en fiche de l'anglais, en fait. Alors... Il faut savoir s'en affranchir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est notre référence de base, c'est vrai. Mais parfois, ça paraît sévère quand je dis je m'en fiche de l'anglais, mais qu'il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Dans ce cadre-là, dans le cadre de... Mon comédien français n'a pas la voix... Comme tu parlais de l'IA, on n'est pas de l'IA, on n'a pas la voix exactement pareille que celle de l'anglais. On n'a pas la même personnalité exactement pareille. Mais bien sûr que non. On a choisi ce comédien parce qu'il nous paraît juste par rapport au rôle, pas forcément par rapport au comédien. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et effectivement, l'essentiel pour moi, c'est que raconte cette scène, que raconte cette boucle. Mais évidemment. Et c'est comme ça qu'on va défendre une exception culturelle. C'est très important. Regarde, en animation, souvent, on prend des voix qui ne sont pas voice match avec l'anglais. Et ça n'a rien à voir. Et c'est pas grave. Au contraire. Ouais. Donc, oui, je comprends. C'est compliqué. En même temps, c'est toi le DA. Donc, voilà. Oui, mais quand t'as pas envie de jouer aux gendarmes, que t'as pas envie d'être rabat-joie, t'as envie de faire ton travail dans la joie. Évidemment. Tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, tu commences à perdre cette joie. Tu dis, c'est dommage, parce que ça se passait bien jusque-là. Et tu sais, écoutez-moi, quoi. Je suis pas là pour embêter les gens, je suis pas là. Puis essayons, parce que surtout, on peut... Voilà. Essaye de ne pas le remettre l'anglais, puis on va voir. Merci.
Quand tu es stressé par les enjeux, les clients, les deadlines, est-ce qu'il t'arrive de rediriger une partie de ce stress sur les comédiens que tu diriges? Comment ça se manifeste? Qu'à contraire, comment fais-tu pour les épargner? Non, je ne crois pas. Et si ça m'est arrivé un jour, je m'en excuse auprès des comédiens, mais non, je ne crois pas avoir retransmis mon stress une quelconque fois. Je peux, selon les comédiens et selon ma relation avec eux, dire « Waouh, en ce moment c'est compliqué », évidemment. J'ai le droit d'avoir des émotions aussi. Mais sinon, j'apprends à avaler la pression et à respirer tout simplement et à me dire soit dans l'instant présent là, parce qu'en fait la pression c'est avant, c'est après, mais là ponctuellement je dois diriger ce comédien là, donc je pense à ça, je pense à la scène qu'on est en train de défendre et j'essaye, évidemment c'est pas toujours simple, de faire abstraction de tout le reste et de la pression qui est inhérente à... C'est normal, hein. Je comprends, hein. Il y a beaucoup de sous qui sont en jeu, donc voilà, il y a un devoir de rendu quand même, normal. Puis on nous offre, pour le cinéma, on nous offre des conditions de travail qui sont quand même assez luxueuses, donc il faut savoir être à la hauteur quand même de ça. C'est beaucoup plus facile de faire une bonne version française d'un film pour le cinéma que de faire une bonne version française pour la télé. Le temps? Mais évidemment. Qu'est-ce que tu fais différemment maintenant comparé à tes débuts? Je sais dire suite beaucoup plus facilement. Parce que au début, on veut que tout soit parfait. Or, ça ne l'est jamais. Donc j'ai appris à choisir mes batailles, à savoir les compromis qu'on peut faire et les compromis qu'on ne peut pas faire. Un exemple? Il y a ce que j'appelle les scènes rouges et les scènes vertes. Waouh! Vas-y, développe. Quand je dis attention, mais les comédiens qui... Jean-Baptiste Anoumont, je te dédie ce moment, qui dit toujours qu'un jour je sortirai mon bouquin. Page 113 de mon bouquin, il y a donc la déponctuation. On dit ça avec vraiment beaucoup d'humour, pourvu que les gens qui écoutent ne prennent pas ça au sérieux. Non, mais tu rigoles. Mon Dieu. Mais on en était où? Les scènes rouges et les scènes vertes. Oui, bah oui. Les scènes rouges et les scènes vertes. Il y a des scènes dans un film qui sont primordiales, qu'on ne peut pas rater, qui sont des virages, qui sont... Comment tu les repères? L'enjeu dramatique et l'histoire. Donc, et parfois la performance de l'acteur. Ça, on y passe du temps. La scène d'action qui suit, on fait par là, on n'y passe pas du temps. Voilà. Donc, il y a les scènes rouges et les scènes vertes. Alors, verte, c'est facile et rouge, c'est faux important. C'est comme pour les pistes de ski. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Oui, alors là, scène noire, oui. Ouf. Ah oui. Bien sûr. Si c'est comme les feux, alors rouge, on n'y va pas. Non, vert... c'est la même réglementation que sur les pistes de ski. D'accord, voilà, oui, il faut préciser parce que... Oui. Bien sûr. D'accord. Quel est le domaine d'eau avec un O, où tu penses avoir le plus progressé? En animation, je pense. Parce que j'en ai fait beaucoup. Alors, le domaine... C'était peut-être pas ça la question. C'est déjà un début de réponse. Ouais, c'est un début de réponse. Mais... Pourquoi l'animation t'est venue comme ça? Parce que je pense que c'est là qu'on a la part de créativité la plus importante. Et d'affranchissement de la VO. Parce que alors attention, hein. Les gens qui pensent que faire de l'animation c'est plus facile, c'est une grosse bêtise. Parce que l'animation est d'une précision redoutable. Parce que le réalisateur qui a des dessinateurs entre les mains, il fait faire exactement ce qu'il veut à ses personnages. Là où un réalisateur qui a des acteurs entre les mains, même s'il les guide, ça reste des humains. Là, il leur a fait dire le dialogue et dessiner les temps qu'il a voulu. Il fait exactement ce qui est dans sa tête. Donc c'est d'une précision redoutable. Et pour en avoir décortiqué plus d'une, le timing des animations est redoutable. Vraiment, il y a une précision énorme. Et puisqu'il y a cette précision énorme, on a établi le cadre. À l'intérieur, il y a la liberté.
qui peut arriver. Et je pense qu'au début, j'étais très scolaire et très sage dans ma façon d'aborder le doublage. Je voulais être dans l'ombre de la VO, etc., etc. Donc, je me cachais un petit peu derrière ça parce que c'est plus sûr. C'est plus sûr. On fait quelque chose qui est bien, mais qui est peut-être un peu aseptisé. Au fur et à mesure, et ça, je reconnais que j'ai beaucoup appris aux côtés de Boilem Lamen chez Disney parce que il m'a appris les moments où on a le droit, où il faut s'éloigner de la VO, des moments où, non, là, on va rester fidèle et c'est bien, c'est nickel. Et ça, c'est difficilement définissable. C'est pareil, c'est un ressenti, c'est une expérience. C'est dans une animation, il y a un personnage, souvent, qui se prête à la fantaisie, à l'inventivité, à la créativité. Et il y a les autres, où il faut rester dans ces marques-là parce que c'est les repères. C'est ce qui va construire, voilà, c'est la quête du personnage principal, etc., etc. Et je pense que maintenant, j'arrive, même en live action, à me dire, c'est pas la VO, mais c'est pas grave. Et ouais, voire même là, on a ajouté ça n'existait pas en VO, mais pourquoi pas? Si ça nous plaît à tous sur le plateau, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc, et peut-être que je me le permettais pas avant. Voilà. Starsky Hutch, amicalement vôtre. Évidemment. Exemple mythique. Évidemment. Patrick Poivet, dans l'ensemble de son œuvre. Évidemment. Voilà. Évidemment. Bon. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà dit, pendant un enregistrement, mince, erreur de casting? Pas plus d'une fois, Comment oui. as-tu géré? Bien sûr qu'on s'est trompé. Selon l'importance, je pense que j'en ai toujours fait part à mon client. Parce que je pense que la transparence... Je réfléchis, mais oui. Après, sur un épisode d'une série où il y a 10 lignes, non, pas forcément. Mais sinon, oui, j'en réfère à mon client. Et si on peut, je refais le rôle. En expliquant au comédien initial que je me suis trompée. Et parce qu'en plus, ça risque d'être une souffrance pour tout le monde, sinon pour le comédien, parce que comme je me suis trompée de casting, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui, et moi parce que je vais inévitablement pas arriver. Il faut avoir l'honnêteté de se dire je me suis trompée. Ça arrive, hein. Voilà. Et puis parfois on essaye aussi, et c'est notre mission, d'essayer de nouveaux comédiens. Des fois, tu as des bonnes surprises. On gagne et des fois, on perd. Voilà. T'est-il arrivé de sortir insatisfaite d'un projet? Mais tout le temps. Alors, il y a des films qu'on revendique et puis d'autres où on fait « Oh là là, pourquoi j'ai laissé passer ça ?» C'est horrible de regarder son travail et de se dire qu'on aimerait tout refaire. Non, pas tout, j'exagère, mais bien sûr qu'on est insatisfait. Bien sûr. Mais ça fait partie de l'apprentissage de se dire oui, mais je sais pourquoi j'ai laissé passer ça. Ce jour-là, à ce moment-là, je sais le compromis que j'ai fait et il était normal. Je n'avais pas le choix, j'ai fait ce compromis-là. Donc je l'accepte. Ça, tu le sais. Oui. Mais tu sais aussi que celui ou celle qui va regarder, il le sait pas et il s'en fout. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ce que j'aime. Et parmi les clients avec lesquels j'aime travailler, et il y en a pas mal, j'aime ça, c'est qu'ils n'étaient pas sur le plateau quand on a enregistré, ils ne sont au courant de rien. On a une projection avec eux, lui, et les choses qui le gênent, s'il s'arrête sur les choses où moi je sais que j'ai fait un compromis, mais je veux faire un retake. Parce que ça veut dire que moi je sais que j'ai fait un compromis, ça le gêne, c'est que c'est trop. En revanche, si moi je sais que j'ai fait un compromis, mais que ça ne gêne pas le client, je me dis, bon, peut-être que ce compromis... Ok. Et voilà. Tu t'en réfères quand même au boss. Oui, parce que c'est un œil neuf. Et donc c'est important, c'est le premier c'est le spectateur, quoi. Ta plus grande fierté comme film? Oh là là, c'est compliqué.
fier des enfants. Ok, tu veux que je reformule ton moins pire On n'est pas grand-chose dans l'équation d'un film. Il faut toujours remettre tout ça. Tout est dit, là vraiment, ça me plaît, ça me parle. J'ai réussi à obtenir ce que je voulais, ce que j'espérais. Il y a eu une alchimie avec tout le monde. Il y a pas mal de Disney où je pense à Là-haut. Ah oui. Où c'était bien. Et après, je peux penser... Charles Aznavour sur Là-haut. Ouais. Vénarde. Oui, je confirme. Mais t'es au 36e dessous quand même. Enfin, t'as tellement peur. Bah ouais. Tellement peur. C'est un rapport qui est hyper intéressant aussi. En tant que gars, t'es le chef, mais t'es à la fois fan. Mais bien sûr. Et puis, c'est juste et un en même temps, monument. la responsabilité, elle t'incombe. Ouais. Et il faut... Je dis toujours que dans ces cas-là, comme avec des gens comme Isabelle Adjani, où tu fais waouh, on va s'attaquer à des choses, là, c'est compliqué, quoi. L'apprivoisement est primordial les 2 premières heures. Et puis, ne pas dire de conneries. Ouais. Parce que sinon, ta légitimité, elle s'en va tout de suite. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment bien connaître ton sujet et apprendre à parler peu mais bien. Ce que j'allais dire. Peut-être en dire le moins possible. Ouf. Oui, non, faut... ça, alors, de toute façon, c'est valable pour tous les acteurs. Hein. Faire 12 phrases, ça sert à rien. Il faut être concis, on est d'accord. Donc, voilà. Mais là, particulièrement, avec les comédiens qu'on connaît, les copains, on peut dire « Oh, mais non, mais attends, mais je t'ai dit n'importe quoi, je m'aperçois que j'ai pas été claire. » Non, avec Charles Aznavour, on n'a pas le droit de pas être clair. Et c'est normal. Donc, voilà. Bien mesurer ses paroles avant qu'elles sortent de sa bouche. Trop bien. Donc je pense à Là-haut et après en live action, je pense que je suis assez fière des versions du Hobbit et je pense à Ready Player One aussi, qui est une version française que j'ai bien aimé faire. Une raison particulière? C'était très compliqué parce qu'on a enregistré sur une version rotoscopée, donc où on ne voyait tout flou ailleurs et que la tête qui s'allumait, j'allais dire, c'est presque pareil, ouais. Au moment où les comédiens parlaient, et que après on a eu une projection à la Warner avec l'ingénieur du son où on a pris des notes parce que on avait et on s'est dit ouais, il faut refaire ça. Et donc je me dis waouh, bah finalement on s'en sort bien. Et il y a eu t'as fait des retakes. J'ai fait les retakes. J'ai fait les retakes. J'ai dit ah là là, mais même l'adaptateur, parce que le hit il se réfère à quoi? Et jacket, c'est une veste, c'est une chemise, n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y avait des tas de choses, on savait pas. Donc, c'était très compliqué. Et puis, quand tu t'aperçois que toute la scène, finalement, elle est de nuit. Ah, mais ça change les choses. Tu vois, donc, je donne des exemples comme ça, un petit peu au hasard, mais... Mais voilà, c'était très... Il y avait une émulation autour de ce film que je trouvais vraiment super à défendre. J'étais contente du cast et tout, mais c'est vrai que voilà, c'est... Ok. Quelle est ta méthode pour gérer l'ego de comédien un tatillon rigide dont tu souhaiterais assouplir la gamme? Et en même temps, un comédien sans ego, c'est pas vraiment un comédien. Donc, il faut le prendre avec ses défauts, le comédien. Donc, l'humour, c'est l'humour, je pense, qui peut casser et briser ça, essayer de retourner la situation, de le faire rire, Après, c'est toujours pareil, c'est selon qui on a en face de soi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Un comédien en résistance pour cause d'ego, c'est très compliqué. Mais j'ai appris petit à petit. Et puis, il y a des fois, ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des fois où il faut tenir tête et il faut savoir dire, en fait, c'est moi le chef. Je suis désolée de devoir en arriver là, mais dans la mesure où tu ne te laisses pas faire, soit tu décides de faire ce que tu veux, mais dans ce cas-là, j'en réfère à mon client et je ne peux pas cautionner ce qui est mis sur la bande. Soit tu te laisses un tout petit peu faire, mais tu le fais vraiment
pas à moitié pour me prouver que j'ai tort, parce qu'on sait que ça peut arriver, ça aussi. C'est rare de devoir en arriver là. Mais... Parce que tu as su désamorcer avant. En général, tu arrives à désamorcer. Plus jeune, maintenant j'arrive bien à désamorcer. Plus jeune, il y a quelques fois où... Puis t'es une femme, t'es jeune, en plus, tu parlais, t'as commencé à 25 ans, je pense, à mon avis, on a dû tenter 2-3 fois de te la faire. Mais ça, voilà. Finalement, j'ai toujours trouvé une solution. Et c'est très rare que j'ai dû en arriver à dire, en fait, je suis désolée, mais c'est à moi qu'on a confié la responsabilité, donc il va falloir que tu m'écoutes. Ça a dû arriver 2-3 fois, mais pas souvent. Et en général, le fait de dire ça, ça désamorce aussi. Donc, fallait aller dans la confrontation. Oui, mais parce que parfois, ils ont besoin aussi de savoir si tu as le courage d'aller jusque-là. Donc... C'est une sorte de courage, la confrontation, je suis pas sûr. Et puis il y a des gens qui marchent comme ça. Histoire de capitulation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le rapport de force ne m'intéresse pas. Non, mais tu vois, moi non plus. Et du coup, Mais et puis t'es dans la déception aussi, tu te dis. Oui. Faut que j'en arrive vraiment là. On est quoi? On est dans les cours de récré, sans déconner. Enfin. Oui, et parfois après, tu t'aperçois que c'était un peu un jeu de l'autre côté pour voir. Et une fois que tu as tenu bon, un enfant qui teste. Exactement. Et une fois que tu as tenu bon, tu as la confiance à vie. Donc voilà, je pense qu'il faut. Bon. Okay. Ça m'amuse. Ça m'amuse. C'est bien de le prendre comme ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué dans le métier de directeur artistique? Réfléchir à la question, qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué dans le métier de directeur artistique? Ben oui, parce que en fait, je pense que ça se joue pas sur le plateau, ce qui est compliqué. Enfin, il peut y avoir des choses compliquées, mais une fois que tu es sur le plateau, normalement, tu as soulevé toutes les questions qui étaient épineuses et tu as essayé d'y répondre avec... la prépa, la vérif. Exactement, la prépa, la vérif, le client, l'adaptateur, tout ça. Donc sur le plateau, normalement, c'est plus là que les questions épineuses se posent. Après, tu peux avoir un acteur qui n'est pas en forme, il est malade, il résiste. Bon, évidemment, ça arrive, un ingé son que tu n'as pas choisi, voilà. Mais je pense que c'est avant. C'est la préparation pour moi qui est la plus compliquée et donc la plus importante. La préparation qui est la plus compliquée et la plus importante. La plus Distribution, importante pour déminer, bien sûr. Oui. Mais la plus compliquée parce que? Ne pas se tromper dans l'équipe de comédiens que tu vas choisir. Ok. Et puis dans ton planning aussi. Je vais enregistrer un tel avec un tel. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut pas ah oui, mais là, est-ce que ce serait pas mieux pour ces scènes-là qu'il l'enregistre tout seul parce que je sais que ça peut faire remonter. Voilà, c'est des tas de choses qu'on essaye de baliser. Est-ce qu'il est judicieux de commencer la journée par une selle qui gueule, choses comme ça. Voilà, ouais. Ça, on sait que c'est pas judicieux. Ok. Est-ce que tu penses qu'un bon DA peut sauver une mauvaise œuvre ? Alors, la sauver, non. Mais l'améliorer, oui. Je pense. Starsky, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y aura débat. Est-ce que c'était vraiment si mauvais à la base, on ne sait pas. En tout cas, c'était pas aussi drôle, ça c'est sûr. C'était pas aussi drôle. Ah non, ça c'est certain. Voilà. Voire un peu chiant, mais bon. Ça se trouve, ils ont adoré. Je sais pas comment ça a été reçu là-bas, mais en tout cas, nous, on a adoré. Je sais pas, mais en tout cas, quand j'ai su ça, je suis allée voir quelques épisodes en version originale et on s'ennuie. Tu t'es endormi, oui. Donc, voilà. J'ai jamais regardé Columbo en version originale, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas regarder Columbo en version originale. C'est pas possible. Donc, voilà. À part qu'à l'époque, ça c'est une histoire que j'adore raconter, mais dans une version française d'un Columbo, mais ça raconte quelque chose du doublage de l'époque aussi, où on disait pas des dollars, on disait des francs, ou alors on n'avait pas le droit de dire. J'ai grandi avec ça dans ces doublages-là, et là, ils prenaient
un bus, et sur le bus, il y avait écrit Santa Monica, et il y a Colombo qui dit « Vous prenez le bus pour Sainte-Monique ». Bien sûr. Et voilà. Et ça raconte une histoire. Voilà, une époque. Ah, je me rappelle pas des francs. Ouais, moi je me souviens parce que je trouvais ça curieux. Qu'à New York, ils aient des francs et que... Ouais. Mais parce qu'on voulait absolument faire croire que ça se passait en France, en fait, à l'époque, dans les années 80. Mais je vous parle d'un temps... Voilà. Ouais, j'essaie de réfléchir à Punky Brewster, elle avait de l'argent de poche en francs. Je me rappelle plus. Il n'y avait pas d'argent dans Punky Brewster. Il n'y avait pas d'argent, en fait. Mais sinon, on disait des billets, tu vois. Oui, bah oui, tu contournes. On contournait. Drôle. Est-ce que tu penses qu'un mauvais DA peut ruiner une bonne œuvre? Bon, le DA, il n'est pas tout seul, il ne faut pas non plus qu'il ait toute la responsabilité. C'est compliqué, hein. J'ai tendance à penser que quand l'œuvre est bonne, les comédiens normalement sont tellement portés que on peut pas la ruiner, mais tu peux. On peut l'abîmer. Peut l'abîmer quand même, hein, ouais. Quand tu es un DA qui travaille beaucoup, les réactions des gens dans les couloirs te renvoient à la question: est-ce que les gens m'aiment pour qui je suis ou pour ce que je fais? Quel est ton conseil pour gérer ces simagrées sereinement? J'ai énormément de respect pour les gens qui cherchent du travail. Donc c'est compliqué. Et j'essaye de me mettre très souvent à leur place et de me dire, ils cherchent du travail, comment faire? Ils vont vers les gens qui travaillent beaucoup, inévitablement. Après, il y a manière et manière de le faire. Et je crois que j'essaye de rester extrêmement poli, mais c'est vrai que parfois c'est très maladroit dans la façon de faire. C'est quoi la bonne façon d'aborder un DA quand t'es comédien? Moi, j'aime la discrétion et en même temps, il faut être là. Mais quelqu'un qui va me laisser un courrier avec son CV à l'accueil, je vais y accorder une importance particulière avec un joli mot manuscrit, sans faute d'orthographe. Parce qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe. Mais quand on fait une démarche professionnelle, si on sait qu'on fait des fautes d'orthographe, on fait relire à quelqu'un qui n'en fait pas. Je sais, oui, je suis très vieille à tenir ce genre de discours. Pas du tout. Mais ça a l'air idiot, mais c'est important à mes yeux. T'es comédien, ton outil de travail, c'est quand même la langue française. Oui, il me semble, mais bon... Après, voilà, non, me donner un CV alors que je sors du studio en courant et que je vais aux toilettes et que je vais retourner dans le studio, c'est pas forcément le bon moment, mais je ne m'enverrai jamais promener, parce que je comprends la démarche. Oui, non, certainement pas. En revanche, effectivement, tu peux le sentir, tu dois le sentir. Mais parfois, la maladresse n'est pas... Voilà. On parlait de cette approche qui est certes pas du tout facile, hein, mais de la nervosité... Mais bien sûr. Puis il y a des outils quand même aujourd'hui. Enfin, on a les réseaux, il y a des tas de choses pour faire parvenir des éléments au DA, bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé de finir un rôle ou une DA en te disant « Là, j'ai touché le plafond, je pourrais jamais faire mieux ». Ah non, ce serait extrêmement prétentieux de penser à un truc pareil. En tout cas, selon tes capacités, tu vois ce que je veux dire? Non, je peux fermer ma journée de travail et me dire « on a bien bossé ». Ça, oui, je peux me dire ça, bien sûr. Sur une journée, mais pas sur toute une œuvre. Non, il y a toujours une... Après, il y a des projets qui se passent super bien. Beetlejuice, le deuxième, c'est du bonheur du début à la fin. Tout se passe super bien, il y a tout qui va bien. Claire est venue nous en parler. Non, mais voilà, donc tout est génial. Et il n'y a pas eu une ombre au tableau, et j'ai pas eu un jour où j'ai fait « Oh là là, c'était dur ». Donc, super. Est-ce qu'un jour facile, c'est un bon jour? Ah oui? Bon, oui, pourquoi on n'est pas obligé de souffrir, hein? Non, mais
Tu peux être dans un jour facile et que le résultat soit pas forcément à la hauteur? Ah bah c'est que c'était pas un jour facile alors. Ah. Alors si tu sais que le résultat est pas à la hauteur, c'était pas une journée facile. C'est une journée extrêmement frustrante. Et donc très difficile. Non. Quelle est la plus grande leçon que t'ait enseignée l'expérience? La patience. Me dit-elle dans un grand soupir. Parce qu'en même temps, je suis quelqu'un de très impatient. Donc c'est pour ça que je pense ça. Parce que j'aurais envie que tout se fasse vite et que la compréhension soit immédiate, etc., etc. Non, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut être patient et apprendre à se remettre en question et se dire, ok, si la compréhension n'est pas immédiate, c'est que j'ai mal formulé, donc je vais reformuler, je vais trouver autre chose. Et ça demande de la patience. Par rapport à toi, alors? Oui. Et aux autres, parce que en fait, c'est se dire, c'est pas grave, il a le droit de ne pas comprendre tout de suite. Il a le droit de ne pas réussir tout de suite. Moi-même, quand je suis comédienne, on me demande des choses que je comprends, mais que je ne suis pas capable d'exécuter immédiatement. L'exécution n'est pas forcément immédiate. Tu saurais me décrire, toi la comédienne, le processus entre je sais ce que me demande le DA, je sais ce que je dois jouer, je dois transformer cette idée en action, en parole, en émotion. Comment tu traduis quelque chose d'abstrait, quelque chose de plus concret? Alors, c'est pas si abstrait que ça, parce qu'une émotion, finalement, notre but, c'est de rendre l'émotion concrète à travers notre interprétation. Donc, on a effectivement le souhait du DA qui nous dit il faut jouer cette émotion-là avec ce texte-là. Donc, quelle est pour moi, je me dis, que raconte la phrase que je vois déjà, où sont les mots de valeur, où est le sens de l'intelligence du texte. Il faut vraiment revenir sur l'intelligence du texte. Donc j'ai ce texte-là, dans cette situation-là, comment je l'articule techniquement et émotionnellement. En fait, ça fait appel aux deux. Ça fait appel à notre incarnation de comédien, à essayer de reproduire le plus justement et le plus sincèrement possible l'émotion, et en même temps, ne pas perdre notre outil technique pour pouvoir l'articuler et ne pas perdre le sens. Parce que parfois, on va avoir une émotion qui est super, mais si on perd le sens de la phrase, c'est embêtant aussi. Donc, mais le processus, après... c'est parce que je maîtrise mon outil technique que je peux l'oublier au profit de l'émotion. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça passe. Mais j'avais jamais réfléchi parce que je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui devient automatique dans notre façon de faire. On finit par ne plus le réfléchir. On apprend à ne plus le réfléchir. En fait, ça c'est vraiment quelque chose dans le parcours de comédienne. Au début, on est scolaire, on veut faire bien et on fait correctement. Mais on lâche pas prise. Et je pense qu'à un moment donné, on est moins scolaire. On se laisse plus aller, on se dit après tout, qu'est-ce que je perds à essayer? Et on essaye. Et c'est là qu'on va toucher des endroits qui sont plus intéressants, à mon avis. En essayant, en explorant? Ah oui. Ouais, vraiment. Il faut accepter d'aller vers l'excès aussi pour pouvoir revenir à quelque chose de plus sobre. Et pourtant, phrase essentielle, Jean-Baptiste, page 114 de mon bouquin, de Rodin, la simplicité fixe l'essentiel. Et je pense vraiment que si on est incarné au plus profond de nous-mêmes, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour que le sentiment soit entendu et juste. Et c'est la sobriété qui va primer. Ça, j'en reste intimement persuadée. Mais peut-être que pour aller à la sobriété, il faut d'abord en passer par l'excès. Est-ce que l'excès te permet de toucher le cadre
Et du coup, de voir. Et se dire, oulala, pas du tout. Mais exactement. Oui. J'aime bien ce oulala. Ça dépend du personnage, parce qu'il y a des personnages qui méritent l'excès aussi. Ah bah, tu Et parlais qui nécessitent. de dessin animé, d'animation. Mais oui, il y a toujours un personnage qui nécessite. Alors, l'excès, c'est pas bien parce que c'est négatif comme mot, mais en tout cas, la fantaisie. Est-ce que l'excès est nécessairement négatif? Bah, pas forcément dans J'ai l'animation. l'impression que c'est un mot qui mais oui, je a vois ce que tu une veux dire. connotation un peu Ouais. péjorative, tu vois, tout simplement. Oui, Quand oui, t'es excessif, ça a l'air d'être. Alors que complètement. on peut parler d'extravagance, on peut parler de. Tu vois, de. Ouais, dans la vie. Mais c'est vrai que sur l'excès dans une. Tu vois, on dirait il en fait trop. C'est pas positif. Donc c'est pour ça que je veux pas utiliser le mot excès. Si tu enseignais dans une école de DA, quels seraient les 3 points les plus J'allais importants? dire si tu enseignais dans une école. J'aurais adoré faire un stit aussi. C'est vrai mais j'aurais adoré faire ça. T'es quand même bien à ta place. Tu vas pas me dire que t'es Mais bien malheureuse. sûr. Mais dans une autre vie, je serais un stit. Eh ben, t'as pas fait un rôle d'instit déjà? Pas souvent. Non. Tu vois, pas suffisamment marquant. Alors pas voilà. assez. Messieurs les metteurs en scène, ton prochain rôle au théâtre, Mais une oui. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Si tu enseignais dans cette école de DA, quels seraient les 3 points les plus importants à retenir? 3, je sais pas. En tout cas, ne jamais oublier de jouer la comédie. Être sincère. Partir de soi. Alors ça, c'est la DA qui parle aux comédiens. Oui. Et la DA qui parle aux DA. Ah, pardon. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Pardon. DA qui parle... écouter les acteurs. Les guider avec empathie et douceur. Et savoir leur dire stop. Stop dans le sens où on a ce qu'il nous faut. Oui. Passons. Oui. Arrête On de a vouloir ce qu'il toujours nous- plus, arrête de chercher, on a trouvé. Oui, ou alors, non, mais elle est très bien celle-là, bah stop, on va en faire une deuxième parce que je vous en voudrais une deuxième. Ok, ça marche. On a évoqué le théâtre. En quoi cette nuit est une pièce de théâtre coécrite par ton frère et toi, je crois. Ouais, tout à fait. Interprétée par ta fille et toi. Ouais. C'est donc une affaire familiale et très personnelle. Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi avoir choisi de le raconter à ce moment-là de ta vie? Alors c'est parti d'une bêtise avec mon frère, mais comme vous l'aurez compris, depuis toute petite je fais des bêtises avec mon frère, qui est pourtant quelqu'un de très sérieux. Il est chercheur et C'est là que c'est directeur meilleur, de les bêtises. conférences. Tout à fait, pardon, à Maison Alfort. Donc non, c'est quelqu'un de très 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 sérieux. Le moment est pas, enfin, si c'est forcément un petit peu Pertinent, mais ça s'est fait. Assez naturellement parce que pour l'anniversaire de ma mère, on a fait une bêtise avec mon frère. On a tourné une vidéo de cuisine, de recettes de la frita. La frita étant un plat traditionnel que ma mère fait à base de poivrons et de tomates. Arrête, tu me donnes faim. C'est excellent. Et évidemment, dans la famille, on fait des concours de frita. Et chacun, voilà. Et donc, on a fait une sorte de tutoriel de la frita façon Sarah Wiener, de façon toutes ces émissions de télé, tu vois. Un jour où ma mère était pas là, on est allé dans sa cuisine, chez elle et tout, et on a tourné ça vite fait, et voilà. Et on a regardé le truc, c'était offert pour ma mère, et on s'est dit, tiens, c'est rigolo. Et on a mesuré que ma mère était un personnage hautement théâtral et qu'elle avait généré autour d'elle tellement d'amour dans cette façon de nous réunir tous et les prétextes qu'elle trouvait sans arrêt juste pour nous réunir tous en famille, et qu'au cours de ces soirées familiales, il y avait beaucoup de choses qui sortaient, des choses très drôles et puis des choses moins drôles et puis quelque chose de désinhibant. Le fait d'être tous ensemble et puis on rigole, machin, etc. Et hop, d'un seul coup, il y a une info qui sort, on fait mais... c'est quand même hyper important, ça. On n'en a jamais parlé. Ah, c'est bizarre. Et on s'est dit qu'il y avait matière à. Et puis, on a écrit ça. Mon frère est jeune, plus jeune que moi, de 5 ans. Je devais avoir 45 ans, lui 40.
on arrive à un moment donné de sa vie où on a conscience de tout ce que nos parents ont fait pour nous. On a eu des parents très aimants. Avec ma mère qui est juive pied noir d'Algérie, mon père qui est catholique normand, tous les deux nous ont élevés dans un athéisme profond, mais il y avait deux cultures qui se réunissaient, dont on a été bercés, et puis une mémoire d'une culture des pieds noirs d'Algérie qui allait disparaître, parce que ça n'est plus... Les gens, ma mère a aujourd'hui 75 ans, elle est en pleine forme, tout va bien, mais petit à petit, ils disparaissent. Et cette culture-là, pas que gastronomique, mais beaucoup gastronomique, je trouvais que c'était important de la raconter. D'abord parce que ça racontait une histoire de famille et que donc toutes les familles pouvaient s'y identifier. Et en plus, ça racontait un rassemblement familial de plusieurs cultures. Et c'est ça qui était intéressant, dont la mémoire des pieds noirs d'Algérie. Voilà. Et comme c'est une histoire de transmission, le jouer avec ma fille qui a choisi de devenir comédienne... À ton grand plaisir, apparemment. Maintenant, oui, mais j'ai... C'était une grande souffrance ? C'est pas une souffrance, c'est de la peur. Bien sûr. C'est juste de la peur parce que moi je sais ce qui m'attend et que je sais que c'est compliqué et que je sais qu'il faut se battre et que voilà, après je suis heureuse d'avoir testé sa détermination parce qu'il faut de la détermination à faire ce métier. Donc ne pas lui avoir cédé tout de suite, je pense que c'était bien. Et maintenant, évidemment que je suis très heureuse parce que on partage des choses et que c'est magnifique de pouvoir partager nos impressions autant dans nos aventures communes, il y en a eu une en Quoi cette nuit, que dans ce qu'elle fait en ce moment. Elle est sur scène à la Scala et voilà, le partage, de comprendre ce que l'autre vit est évidemment super important. Mais voilà, donc ça avait du sens de le jouer avec ma fille, mais je ne l'ai pas joué qu'avec ma fille puisque ma fille était prise, je l'ai joué aussi avec Anna-Jazz Mertens. Voilà, donc et c'était super aussi. Voilà. Les doubles sujets, ça vient d'où ? Double sujet. Ouais, Jean-Marc, il pense que... Ah, mais comment t'as identifié ça, toi, alors ? Ça, c'est excellent. Mais, oui, j'aurais pas appelé ça double sujet, mais c'est une évidence. Mais parce que, en fait, quand on a écrit cette pièce, on s'est dit, OK, on se met dans l'instant, on est dans la cuisine de maman, et on essaye de parler comme elle. Et il y a un langage, un vrai langage. Et effectivement, c'est Jean-Marc, il veut. C'est pas... apporte les fleurs, c'est apporte-moi les fleurs. Il y a des trucs comme ça qui sont... Un parler maman. Un phrasé maman. Un parler maman méditerranéenne. Hein, voilà. Elle a vu la pièce ? Ah, bien sûr. Ils ont été les premiers à voir une lecture. D'abord parce que j'avais besoin de lui faire comprendre qu'on s'était inspiré de leur histoire, mais que ça n'était pas... Elle n'a pas eu peur que ce soit une caricature ? Non. Je pense que c'était pas si simple. Parce que il est évident que c'est inspiré de notre histoire de famille. Mais il était important de lui montrer qu'on s'était vraiment extrait aussi de l'histoire familiale pour en faire une pièce de théâtre avec un enjeu dramaturgique et qu'on n'était pas dans le réalisme. Mais bien sûr, il était important de qu'elle soit la première, et puis les premiers avec mon père. Et j'avais besoin aussi, moi, de leur dire, voilà, vous voyez, on s'est inspiré de vous, mais maintenant, ça va devenir une pièce de théâtre. Vous l'avez entendu, ça y est, c'est bon, et je passe à la création. Parce que, évidemment que ça touche quand même des endroits qui sont extrêmement personnels. Donc, c'était intime de raconter ça. Donc, il fallait pouvoir se débarrasser de l'intime pour pouvoir... Après, je pense que c'est un des rôles qui a été le plus immédiat. J'ai pas eu besoin d'aller le travailler, d'aller chercher la psychologie du personnage, hein, parce que, voilà. Tu l'as vécu toute l'enfance. J'étais dans la cuisine de maman, quoi. Voilà. Comment t'as vécu l'expérience ? Extraordinaire. Alors,
extraordinaire parce que et puis ça continue de vivre et c'est tant mieux. Mais avec en même temps un trac comme je n'avais jamais eu. Je suis traqueuse, c'est vrai, mais alors là, être auteur, avoir le rôle principal et jouer avec ma fille, là j'ai eu l'impression d'entrer toute nue sur scène, quoi. Donc Le fameux cauchemar du comédien. vraiment, et je ne l'ai mesuré que la semaine avant la première. On était en résidence et là je me suis dit mais pourquoi? Enfin, après, on se dit toujours, mais pourquoi au veille d'une première? Mais là, il est vrai que... voilà. Et en même temps, je suis très heureuse de l'avoir fait et de continuer à le défendre parce que autant j'ai douté au début, parce que c'est compliqué. On ne sait pas, et puis on ne sait pas si les gens qui viennent sont sincères ou pas. Donc voilà. Et là, la dernière exploitation à la Reine Blanche a fait venir des gens que je ne connaissais absolument pas. Et ça m'a confortée dans l'idée que, ok, c'était un objet particulier, certes, mais je le voulais particulier. Dans la mise en scène aussi, j'ai vraiment travaillé avec le metteur en scène dans ce sens-là pour qu'il soit singulier et absolument pas dans le réalisme, dans le naturalisme, mais dans l'évocation. Mais je me suis aperçue qu'on a touché des gens. Et ça, c'est le plus important pour moi. T'avais pas peur en jouant quelque chose que t'as écrit toi-même, de mettre un peu de côté la comédienne et de devenir un peu une... C'est pour ça que j'ai pris un metteur en scène. Parce que sinon, j'aurais choisi de faire la mise en scène moi-même. Et je savais qu'il fallait, à un moment donné, que je dise, ça y est, c'est écrit. Donc, tiens, je te donne le texte. Je vais te proposer ce que moi, j'ai envie de proposer en tant que comédienne, mais je me mettrai à ta disposition. Et à ce niveau-là, je crois que je suis assez souple. Et c'était d'ailleurs génial parce que le metteur en scène a vu dans la pièce des choses que je ne savais pas que j'avais écrites. Donc, c'est formidable. J'ai fait « Ah ouais !» Ah ouais, mais j'y avais carrément pensé. Dis donc, mais bien sûr. Waouh, ouais, d'accord. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette vision-là. De quelqu'un de complètement extérieur. D'objectif, en tout cas. Ouais. Oui. La pièce vit encore, tu me dis? Oui, elle va partir à Brive-la-Gaillarde, la pièce. Eh ben, ok. C'est là-bas qu'on va la trouver la prochaine fois, Brive-la-Gaillarde. Ouais, en juin, ouais, tout à fait. Et une petite tournée, quelque chose, où tu restes? Pour l'instant, non, parce que tu restes sur Brive? On va le jouer 2 fois à Brive. Ok. Non, mais on va se battre pour essayer. Mais je peux pas tout faire. J'ai pas assez de temps. Il va falloir que les journées aient plus d'heures que ça. Oui, mais voilà. S'occuper de la diffusion d'un spectacle, ça demande énormément de temps. Alors là, j'ai quelqu'un, Anastasia, qui va essayer de s'en occuper, etc., etc. Mais... Et puis, il faut être lucide. C'est une pièce avec 2 auteurs inconnus, 2 comédiennes inconnues, 1 musicien inconnu. Donc, c'est très compliqué à vendre avec un sujet particulier. Donc, c'est pas simple. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Non, puis en même temps, moi, on m'a dit que c'était les scènes où... Les spectacles où il y avait beaucoup de monde sur scène qui étaient les plus compliqués parce que c'est beaucoup de logistique. Ça ne t'aura pas échappé qu'il y a des toutes petites coupes dans le budget de la culture. Voilà. Donc là, pour le tien, c'est pas du tout le cas, donc on va pas... Non, on n'est que 3 sur scène, effectivement, et puis c'est un spectacle qui est léger, qui peut bouger a priori relativement facilement, mais... Vous êtes mobile. Oui, mais encore faut-il réussir à intéresser. Et, une histoire de famille, c'est compliqué. Bon, mais... Un air de famille, moi j'adore. Oui, évidemment, mais il y a Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Voilà. Pas faux. Oui, mais là il y a Barbara Tissé, donc bon. C'est quoi le plus dur? Devenir le meilleur ou le rester? Ah, le rester. Le rester. Oui, non, c'est sur la longévité qu'on mesure, ça va. Sinon, mais et encore, à chaque fois, on le remet en jeu, ce trophée. Et puis, on le remet en jeu ne serait-ce que pour soi. Pas forcément pour... Une envie de le remettre en jeu. Et bien sûr, de se dire, non, il faut pas se laisser aller.
Il faut chercher toujours plus loin, il ne faut pas aller à l'évidence, il faut... C'est quoi l'évidence? Pas toujours ça. L'évidence, c'est faire une distrib qu'on sait facile, voilà, je vais m'entourer de un tel, ça va bien se passer. Non, il faut aller chercher un petit peu ailleurs, il faut essayer. Se mettre en danger? Bien sûr, sortir de sa zone de confort, ce qui n'empêche pas d'avoir des valeurs sûres. En fait, on dose la petite part de risque et la petite part de sûreté. Comme une équipe de foot championne du monde. Tu mets des Zidane et tu mets des jeunes mais bien sûr, qui m'en veulent. Mais exactement. Bien. Voilà, allez, c'est quelle équipe? PSG, OM, qui vous voulez. Quel est ton objectif dans la vie? Être heureuse. Vaste programme, là encore. Vaste, très très vaste, mais... T'as des combines? Savoir goûter toutes les parenthèses et toutes les secondes de bonheur, parce que je suis d'une nature optimiste, c'est vrai. Maintenant, la vie m'a envoyé, comme à tout le monde, des épreuves, des obstacles qu'on surmonte, des douleurs, des souffrances. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais puisqu'il y a tout ça, sachons profiter de tous les autres moments et les goûter et savoir se dire, c'est pour ça que je te dis, voilà, être dans l'instant présent et conscientiser que là on est en train de faire un truc sympa et que c'est bien. Et c'est pareil dans le quotidien, essayer de se dire que waouh, ça, le coucher de soleil, il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment beau le coucher de soleil, et même si je le regarde que 3 minutes, il est vraiment beau, et ça n'empêche que demain je vais peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, mais j'aurais vu le coucher de soleil, donc voilà. J'aime bien les couchers de soleil. T'as une anecdote ou une petite histoire à me raconter, je sais pas, de ton enfance sur les plateaux avec des grands monsieur ou des grandes dames qui t'auraient particulièrement inspiré? J'en aurais plus d'une. Vas-y, je laisse tourner. Non, mais j'adorais travailler avec Roger Carrel parce que au-delà d'être très gentil avec moi, c'était un clown au quotidien. Je me souviens de lui faisant la mouche. Il faisait très très bien les bruitages. Et l'ingénieur du son, ça le rendait fou. Parce qu'en fait, dès qu'il mettait la polar, il faisait le bruit de la mouche. Et tout le monde se retournait. Tout le monde savait que c'était Roger. Et l'ingénieur du son devenait fou. Et ça me faisait rire. J'étais une gamine, je trouvais ça hyper drôle. Il faisait très très bien le chien aussi, les aboiements de chien. Et il dessinait extrêmement bien. Et je me souviens... Je l'ai gardé d'un déjeuner avec lui où sur les nappes en papier, tu sais, il m'avait fait des dessins que j'ai gardés. Donc, trop bien. Rien que pour toi, c'est trop chouette. Oui, tout à fait. Wow. Tout à fait. Donc, j'ai ce souvenir-là. J'ai le souvenir de mon bac, le jour de mon bac. Ce sont mes parents qui sont allés voir les résultats puisque j'étais en studio. Wow. Ils m'ont appelé. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, ils ont téléphoné sur le plateau pour dire que j'avais mon bac. J'étais évidemment très heureuse parce que j'avais passé mon bac par correspondance. Ah, wow. Donc, ça avait été courageux de ma part parce que j'avais décroché une tournée de théâtre. Et donc, j'ai travaillé toute seule pour avoir mon bac C. Bravo. Voilà. Et Michel Mella était présent ce jour-là sur le plateau. Il est parti du plateau et il est revenu avec du champagne et des petits gâteaux et on a fêté mon bac. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Merci Michel. Cool, mais ouais. Voilà. Trop bien. Histoire du bac. Une petite dernière? Jean-Claude Michel. Shaun. Oui, parce que voilà, sur une heure de déjeuner aussi, où je ne vais pas déjeuner avec tout le monde parce que ma mère m'avait préparé ma petite gamelle et que j'avais des devoirs à faire. Donc je faisais mes devoirs. Souvenons-nous, il fallait rester très bonne à l'école. Donc je faisais mes devoirs. Pendant la pause déj. Pendant la pause déj. Mais ça m'a jamais coûté. En fait, j'adorais l'école. C'était pas un problème, j'adorais ça. Pendant la pause déj. Et Jean-Claude Michel qui était là ne va pas déjeuner non plus. Et il reste à côté de moi. Jean-Claude Michel était un monsieur très réservé, très imposant, que j'admirais beaucoup. Mais avec qui j'avais pas
une relation comme avec Roger Carrel, parce que c'était un monsieur qui en imposait, qui était intimidant, donc je respectais, voilà, etc. Et il me voit faire mes devoirs, et à un moment donné, il me dit, Barbara, que comptez-vous faire quand vous serez plus grande? Je dis, j'en sais rien, je devais avoir 13 ans. Je sais pas du tout. À l'époque, je voulais être pédiatre encore, peut-être. Je sais pas. Il y a plein de choses qui me disent. J'étais intéressée par beaucoup de choses, effectivement. Et puis il me dit, mais ce métier, peut-être. Ce métier, ce serait génial, mais bon, c'est difficile, je sais pas, etc. Et là, il y a eu un temps, il m'a fait, si, vous ferez ce métier. Voilà. Et ça fait partie des petites choses comme ça qui m'ont autorisée à y croire, à me dire que je pouvais y croire, ouais. Voilà. À doubler, bien sûr. Allez, on va se faire une petite conclusion. Barbara, je te le dis franchement, t'es un exemple pour moi. Parfois, quand je me trouve face à un problème complexe, je me demande qu'est-ce que ferait Barbara dans ce cas précis. Pourtant, tu m'as jamais vu à l'œuvre, donc c'est n'importe quoi. C'est des bruits de couloir, c'est des discussions avec des camarades, c'est des... Voilà. Je te l'avais demandé d'ailleurs une fois de venir assister pour pas regarder les comédiens, mais regarder l'EDA. Bref. Tes réponses aujourd'hui devraient m'aider à y répondre plus efficacement à cette question. Mais toi, quel est ton exemple? Qui ou quoi t'a inspiré par le passé? Perrette Pradier. Perrette Pradier, Jean-Pierre Dora, dans 2 genres très différents. Jean-Pierre Dora en stratège, en 3 coups. Il savait amener le comédien où il voulait. Mais un joueur d'échecs, je ne sais pas comment il faisait. 3 phrases. Extraordinaire. Et Perrette, parce que la joie, parce que la passion, parce que l'envie, parce que la découverte de nouveaux acteurs, parce que un mélange de fougue, de bienveillance et de savoir dire aussi mais non, mais arrête. Ouais, la passion. Voilà. Il y en aurait plein d'autres. C'est un peu injuste de ne citer... parce que... Mais il faudrait dresser des listes tellement longues. Oui, en même temps, voilà. C'est les premiers qui me viennent. Voilà, si c'est les premiers qui te viennent, c'est peut-être une petite raison aussi. Bon. Tout à l'heure, tu m'as dit que la clé, c'est toujours en vouloir plus, pas se contenter, tout ça. Comment tu fais pour aller au-delà, pas se contenter du trajet parcouru, toujours vouloir avancer plus loin, plus haut, gravir de nouvelles étapes, peaufiner sa maîtrise et son art? Il faut être lucide. Hein. Il y a des jours où c'est pas le cas. Hein, parce que là, on a l'impression que... c'est fastoche. Non. Et puis, il y a des jours où tu fais... Voilà, j'ai pas réussi, tu vois. Donc, voilà. Et puis, il y a la fois où tu vas dire, bon, celui-là, je suis un peu fatiguée, on va le sécuriser. Hein, bon. Voilà. Maintenant, une fois que ça est dit, parce qu'il ne faut pas non plus avoir l'impression de raconter, quoi. Comment on fait? Alors, par exemple, sur mes plateaux de petits relais ambiance, je fais en sorte de rencontrer un homme, une femme à chaque fois. Comme ça, parce que très vite, on sait si ça va marcher ou pas. Et ça me permet de rencontrer quelqu'un, d'essayer. D'ailleurs, souvent, je lui donne 3-4 lignes et même si c'est bien la première prise, je teste le répondant sur 2-3 indications. Pour, la souplesse de jeu, tout ça. Voilà. Pour me dire, tiens, voilà. Donc, ça me permet de rencontrer de nouveaux comédiens. Je regarde les bandes démos d'acteurs. Je préfère les bandes démos d'acteurs que les bandes démos de doublage parce que comme ça, je me projette moi dans quoi j'ai envie de les distribuer, sur quoi j'ai envie de les distribuer. Après, et puis surtout, je trouve qu'une démo doublage parfois, on ne sait pas si le texte était bon, on ne sait pas les conditions de travail. Donc parfois, c'est un peu injuste parce que c'est pas forcément leur rendre. Mais bon, ça permet quand même de voir aussi la dextérité quand même, parce qu'on a besoin en rythme vidéo. En tout cas, on peut pas se permettre non plus n'importe quoi. Donc, je pense que c'est surtout dans la distribution qu'on fait en sorte de se renouveler. Vraiment. De rencontrer des nouveaux. Je vais au théâtre. Et maintenant, j'ose demander aux acteurs, après les représentations aussi, quand ils m'ont bluffé, s'ils aimeraient bien faire du doublage.
Avant, j'osais pas. Maintenant, j'ose parce que le regard sur le métier a changé, tout simplement. Ok, oui, j'allais me demander comment ça se fait que... Ok, d'accord. Bon, bah super. Merci à toi d'avoir joué le jeu. J'espère que tu continueras à guider longtemps. Allez, salut l'artiste. Merci Mathieu.